Aujourd'hui, dans Petit meurtre entre riches, Ils étaient tous les deux issus de familles aisées. Ils jouaient à la crosse. comment le parfait couple étudiant Laisse-moi! Tu restes là! s'est-il retrouvé en classe fait divers, J'ai regardé George et je lui ai dit « Yardley est morte mais aussi un superbe mannequin De beaux yeux bleus, de splendides cheveux blonds. et un playboy sans scrupules. Je vais te buter, je vais te tuer. Je suis Christopher Mason. La plupart des parents vous diront que les enfants ont besoin de limites. Certes, mais que faire si ces limites sont à l'échelle de la propriété familiale? Attention aux enfants gâtés, habitués à ce qu'on fasse leurs 4 volontés. Leurs caprices peuvent s'avérer fatals. Pour les rejetons des bonnes familles américaines, un rituel important marque le passage à l'âge adulte. Une grande université débouchant sur un prestigieux diplôme. C'est ici que se fabriquent les nouvelles générations de l'élite. Sauf que dans cette atmosphère raréfiée, » Yardley? Ça va ?» En rentrant, elle s'est dit que quelque chose clochait. le retour sur Terre peut être brutal Il était violent et il buvait tellement. et s'achever dans le sang. J'ai su d'emblée qu'il s'agissait d'une affaire pas comme les autres. La crosse est une discipline qui privilégie vitesse et agilité, mais aussi richesse et pédigré. La crosse est vraiment pour les privilégiés. C'est un sport qui coûte cher, réservé aux gratins. Un sport de riches joué dans des universités d'élite. L'Université de Virginie est très prestigieuse, y compris dans le domaine sportif, en particulier pour la crosse. En 2010, l'une des stars de la discipline s'appelle Yeardley Love, 22 ans. À quelques semaines de la remise des diplômes, son équipe est en passe de remporter le championnat national. Elle portait toujours le numéro 1. Tout le monde disait « Love number 1 ». Malgré son modeste gabarit, la joueuse ne passe pas inaperçue, sur et hors du terrain. Elle était adorable, avec ses yeux bleus perçants. Elle était pétillante, pleine de vie, athlétique. Elle faisait tourner les têtes. L'étudiante de dernière année a tout pour elle. Elle est jolie, populaire, et elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Elle a grandi dans l'opulence. La carrière de son père marchait très bien. Mais Yeardley est tout sauf une princesse. Elle était connue pour son humilité, sa modestie, sa générosité. Elle faisait beaucoup de bénévolat. Elle ne se reposait pas sur ses origines privilégiées. Cerise sur le gâteau, son petit ami, Il faisait 1m90, dans les 90 kilos, un garçon très athlétique et très attirant. George Yeardley, robuste star de la crosse. Ça a tout de suite collé entre eux. Ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils venaient d'un milieu aisé, ils jouaient à la crosse. George n'est pas seulement George Yeardley, mais George Yeardley, 5e du nom. Dernier né d'une des plus vieilles fortunes du pays. Son grand-père a fondé une société de bâtiments qui a participé à la construction de Washington. Il avait de l'argent. Ses parents ne lui refusaient rien. Vu de l'extérieur, il avait une vie de rêve. Héritier d'une immense fortune, il a toujours mené une vie de privilégié. Ce qu'il veut, il l'obtient.
Quand il voulait quelque chose, comme ses parents pouvaient tout lui offrir, il suffisait qu'il fasse une crise pour les faire céder. Le premier dimanche de mai 2010, Yeardley Love sort faire la fête avec la fille qui partage sa chambre. Elles avaient plein de raisons de faire la fête. Elles allaient avoir leur diplôme et Yeardley avait été embauché par un gros cabinet d'avocats de New York. À la grosse pomme. À la grosse pomme! L'étudiante en sciences politiques a hâte de commencer cette nouvelle aventure. À un moment, elle a décidé de rentrer. Son ami l'a raccompagnée avant de ressortir. Quelques heures plus tard, Qu'est-ce que c'est? l'ami rentre à son tour. Yeardley? Yeardley, ça va? Yeardley semble évanoui sur son lit. Elle est entrée Yeardley? et lui a touché l'épaule. Mais Yeardley n'a pas réagi. La jeune fille ne respire plus. Appelle les urgences! Une étudiante de plus victime d'un excès d'alcool. Une scène qui se répète trop souvent aux États-Unis. Les secouristes ont été appelés pour une jeune fille qui était dans un état de coma éthylique. L'inspectrice Lisa Reeves est l'un des agents ayant répondu à l'appel. Quand j'étais dans le couloir, j'ai tout de suite remarqué un grand trou dans la porte de la chambre de Yeardley. Lisa Reeves comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une simple intoxication alcoolique. Sa joue était couverte de bleu. Du sang coulait de son nez sur sa bouche. Son œil droit était tellement gonflé qu'il était complètement fermé. Ce n'était même plus un œil. Il n'y avait aucun doute. Il s'agissait d'un homicide. Elle remarque autre chose. Il y avait un étui d'ordinateur à côté. J'ai donc remarqué que l'ordinateur avait disparu. Yeardley Love a été violemment agressé et dévalisé. Il y avait du sang. Il ne s'agissait donc pas d'un simple coma éthylique. Mais que s'était-il passé exactement? Mystère. Alors que ses camarades pleurent une jeune fille très appréciée, l'angoisse s'empare du campus. Y aurait-il un tueur en liberté? Et s'apprête-t-il à frapper à nouveau? Pour la jeunesse américaine fortunée, la vie dans une université d'élite n'est pas seulement une affaire de diplôme. On s'y construit un réseau et on s'y fait des amis influents pour grimper tout en haut de l'échelle sociale et s'assurer de ne jamais déchoir. Mais que faire si l'un de ses amis se révèle être un serpent venimeux? Yeardley Love et George Hughley sont le couple star de l'Université de Virginie. Mais leurs camarades savent que leur histoire est loin d'être sans nuages. Leur relation était explosive. Ils passaient leur temps à se disputer, à s'accuser d'infidélité. On aurait dit qu'ils se nourrissaient de tout ça. Aux premières fois. Quelques jours avant la mort de Yeardley, la jalousie atteint son point culminant. Yeardley a découvert que George faisait du charme à des lycéennes recrutées dans l'équipe de lacrosse. C'est à elle que t'envoies des textos? Elles ont quoi, 15 ans? Mais non, Si, assieds-toi. elles ont l'air d'avoir 15 ans. Elle était en colère et elle est venue lui demander des comptes dans son appartement. Elle lui a balancé son sac à main, dont le contenu s'est répandu partout. George était furieux que Yeardley l'ait humilié devant les autres filles qui étaient dans sa chambre. Et humilié, George Hughley n'est pas sans danger. George avait un problème d'alcool. Il devenait violent quand il buvait trop. Mais est-il capable de s'en prendre à Yeardley? Tu restes là. Je dois y aller. Salut. Non. 2 mois avant la mort de Yeardley, George l'a agressé. S'il te plaît, Qu'est-ce qui se passe?
Il l'a étranglée. Il était en colère parce qu'il avait entendu dire qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Il était enragé, à tel point que d'autres joueurs de lacrosse ont dû intervenir. On s'amusait. On dirait pas. On va pas en faire un plat. C'est encore lui? Regarde ce qu'il m'a envoyé. Ses proches la pressent de porter plainte. Va voir la police. Yeardley hésite. Elle se dit qu'après la remise des diplômes, elle sera débarrassée de lui. Mais elle est décidée à mettre un terme à cette relation devenue dangereuse. Elle avait compris que George était instable, malsain et toxique. Il était devenu évident qu'il fallait en finir avec cette relation. Alors elle a rompu. Le bel héritier, habitué à ce que l'on fasse ses 4 volontés, ne supporte pas d'être rejeté par une jolie fille. Il est devenu obsessionnel. Il s'était toujours montré possessif. Il avait l'habitude de lui envoyer des textos pour surveiller ses faits et gestes. Mais il s'est mis à en envoyer de plus en plus. Et ses emails sont devenus agressifs. Le lendemain de la mort de Yeardley, George est convoqué au poste de police de Charlottesville, en Virginie. L'inspectrice Lisa Reeves sait que c'est l'ancien petit ami de Yeardley. Et elle souhaite l'interroger. Il était peut-être le dernier à l'avoir vu. Même s'il n'était pas impliqué dans sa mort, il pouvait nous aider à éclaircir certaines choses. Une chose est claire, George a passé un dimanche soir bien arrosé. Il avait clairement la gueule de bois. Il n'y a pas d'autre mot. Il empestait l'alcool. Lisa Reeves garde quelque chose pour elle. Elle ne lui dit pas que Yeardley est morte. Dès le début de l'interrogatoire, il m'a dit qu'il savait que c'était à propos de Yeardley et qu'il y avait eu un incident la nuit précédente. Je lui ai demandé de m'expliquer ce qui s'était passé. Il a commencé à me raconter qu'il s'était rendu à un tournoi de golf plus tôt dans la journée avec son père et qu'il avait beaucoup bu. Ensuite, plus tard dans la soirée, il a décidé d'aller chez Yeardley pour lui parler. Bientôt, les 2 jeunes gens partiront pour 2 villes différentes. Yeardley a décidé de faire une pause dans leur relation et George veut en parler. Il souhaitait mettre à plat leurs difficultés, régler leurs problèmes. Il voulait seulement discuter. Je veux juste parler. Je veux juste parler. Il m'a expliqué que Yeardley était assise sur son lit et criait « Non, non, non ». Il l'a même imité en train de se cogner la tête contre le mur. Arrête. Arrête. Selon ses dires, il est venu la voir. Il lui a parlé, elle s'est fâchée et il est parti. Mais cette version des événements sonne faux. Voilà ce qu'il m'a raconté. Quand il a tapé à sa porte, elle s'est levée pour demander « Qui est-ce » Il a répondu « C'est George ». Et elle l'a laissé entrer. Mais j'ai tout de suite compris que c'était faux, parce que j'avais vu le trou dans la porte. Je savais qu'il minimisait ce qu'il avait fait. Je veux pas de toi ici! Je veux juste parler. George a des blessures intrigantes. Pendant l'interrogatoire, je lui ai demandé « Comment vous vous êtes fait ces écorchures ?» En jouant à la crosse. C'est alors que Lisa Reeves abat sa carte maîtresse. À ce moment-là, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Yeardley est morte ». Il a répété avec des yeux vides « Oui, elle est morte. Elle est morte. » Il m'a demandé « Elle est morte ?» On a continué comme ça un moment et puis il est resté assis là, à me regarder. George Yeardley, 5e menotté et inculpé de meurtre. Il n'y a jamais eu de cambriolage. Mais que s'est-il vraiment passé dans la chambre de Yeardley Love? Et pourquoi? Le résultat d'autopsie fournit une première réponse. Effectivement, la jeune fille avait bu et pris des médicaments prescrits par un médecin.
mais pas suffisamment pour en mourir. Il ne s'agit pas d'une overdose. L'étudiante brillante a été victime d'une agression sauvage. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Elle a été violemment passée à tabac. Non, s'il te plaît, non! Par une chaude soirée du printemps 2010, l'Université de Virginie pleure l'une de ses étudiantes. Les condisciples réunis lors de la veillée funèbre veulent tous savoir la même chose. Pourquoi ? Pourquoi une jeune fille pleine d'avenir est-elle partie si tôt? Rétrospectivement, on se dit qu'il y avait eu de nombreux signaux d'alerte. Il était si violent et il buvait tellement. Va-t'en! George Hughley est la dernière personne à avoir vu Yeardley vivante. Je veux juste parler. Il explique à la police qu'elle a imprudemment mélangé alcool et médicaments. Yeardley se serait étouffée dans son oreiller parce qu'elle était saoule. Mais l'autopsie décrit un scénario très différent. Il y avait des blessures internes terribles à l'avant et à l'arrière du cerveau, ce qui indique qu'elle a été violemment secouée. Les causes de la mort se résument à 4 mots lugubres. Traumatisme par objet contondant. Les blessures laissent penser qu'elle a été frappée au visage à coups de poing. Des points qui, selon la police, appartiennent à George Hughley. En février 2012, toute l'Amérique assiste au procès pour meurtre du rejeton d'une grande famille du pays. C'était un privilégié, et il n'est pas courant que dans ce genre de milieu on commette des assassinats. Le jury découvre vite que George n'en était pas à son coup d'essai en matière de violence alcoolisée. Il avait été arrêté en 2008 pour trouble à l'ordre public sous influence de l'alcool. Il avait proféré des insultes raciales et des remarques sexistes, avec une telle violence que la policière a affirmé n'avoir jamais vu ça. Et à l'approche de la date fatidique, les antécédents de George se font de plus en plus sinistres. L'un des coéquipiers de Yeardley l'a raccompagné un soir, et le bruit a couru qu'ils s'étaient embrassés. Fou de rage, George décide de lui rendre une petite visite. Le coéquipier a raconté qu'il s'était retrouvé avec George au-dessus de lui, en train de le rouer de coups. C'est tout ce dont il se souvient, parce que George l'a mis complètement KO. Et les témoignages sur ses caprices d'enfant gâté se multiplient. Aux premières fois. Comme par exemple ce jour où il naviguait sur le yacht de ses parents. Alors qu'il était sur le yacht de ses parents, il a décidé qu'il voulait aller à la plage. Et il a demandé à son père de faire demi-tour. Son père refuse. Ça n'a pas plu à George, qui a décidé de sauter du bateau et de faire les 300 mètres qui le séparaient de la côte à la nage. Cet épisode montre bien à quel point ce garçon se croyait tout permis. L'accusation fait le récit du dernier jour de Yeardley Love. À midi, George est déjà en train de boire. Il a continué toute la journée. La boisson alimentait sa colère. Lors d'une soirée, des gens l'ont vu balancer des bouteilles en parlant de Yeardley. À la fin de la soirée, George cède à l'une de ses habituelles crises de rage. Va-t'en! Ouvre la porte! Va-t'en! Ouvre la porte! Non! Va-t'en! Furieux d'avoir été éconduit, mort de jalousie, il décide de lui demander des comptes. Non! S'il te plaît! Non! Laisse-moi! Il était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Et là, ce qu'il voulait, c'était Yeardley. Je pense qu'il s'est jeté sur elle et que ça a très vite dégénéré. Arrête! Il l'a violemment secouée et lui a écrasé la tête contre le mur. Arrête de crier! L'athlète de 90 kilos se livre à un véritable déchaînement de violence. S'il te plaît!
Il a vu que du sang coulait de son nez. Alors il l'a jeté sur son lit et il est parti. Il a admis que la dernière fois qu'il avait vu Yardley, c'était après l'avoir lancé, c'est le mot qu'il a employé, sur son lit. Or, c'est là qu'on l'a retrouvée. Donc il est assez clair qu'elle n'a pas bougé après avoir été lancée sur ce lit. George s'en va en emportant l'ordinateur de Yardley. Il voulait se débarrasser des emails qui auraient pu l'incriminer. Le pire de tous est un message qu'il lui a envoyé 2 jours plus tôt après avoir appris qu'elle fréquentait un autre garçon. Son email disait « J'aurais dû te tuer ». Et c'est ce qu'il a fait quand il l'a revu. La défense le présente comme un bon garçon qui a trop bu, persuadé d'avoir fait saigner du nez sa petite amie et rien de plus. Le jury n'y croit pas. George Hughley est reconnu coupable de meurtre et condamné à 23 ans de prison. Une vie de rêve qui tourne au cauchemar. À force d'obtenir tout le temps ce qu'il voulait, il s'est dit que vraiment tout était permis. On ne pouvait rien lui refuser. Le seul regret exprimé par George Hughley est d'avoir sali le nom de sa si respectable famille. Il s'est mis à pleurer au moment où il a compris qu'il était dans les ennuis jusqu'au cou. Mais quand je lui ai dit que Yardley était morte, je n'ai pas vu la moindre larme. C'est évidemment la famille de Yardley qui a le plus souffert dans cette histoire. Le fait que George soit en prison ne les soulagera pas de cette peine. Ils souffriront pour l'éternité. Les proches de Yardley ont créé la fondation One Love pour les victimes de violences conjugales. Après la disparition de Yardley, sa famille s'est efforcée d'agir pour qu'elle ne soit pas morte en vain. Elle a alors créé la fondation One Love, qui fait écho à ce maillot flanqué du numéro 1 que Yardley portait toujours. On croit souvent que la haute société est épargnée par les violences conjugales. Cette affaire est bien la preuve que non. Ça peut arriver à n'importe qui, même à quelqu'un comme Yardley Love. Qui n'a pas, un jour, rêvé au charme de la vie des riches et espéré rejoindre leur monde? Un souhait pourtant plus dangereux qu'on ne le croit, comme vous le montrera cette histoire qui se déroule parmi le gratin de la société britannique. L'histoire d'une belle au bois dormant dont le conte de fées tournera vite à la tragédie. Dans une villa de bord de mer, Emily? Une jolie jeune fille est allongée à rêvasser, peut-être à sa future vie de rêve. Une vie qu'elle ne connaîtra jamais. C'était très choquant. C'est la petite amie de mon fils. Elle ne se réveille pas, elle ne respire plus. Personne ne pourra réveiller cette princesse endormie. C'était un vrai mystère. Emily s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. Emily Longley était destinée dès l'enfance à rejoindre l'univers glamour du mannequinat. Dès sa naissance, les gens se sont extasiés devant sa beauté. Et ça a continué toute sa vie. Elle avait de magnifiques yeux bleus, de splendides cheveux blonds, une beauté naturelle. En 2010, la jeune fille de 17 ans quitte la Nouvelle-Zélande pour la Grande-Bretagne, afin de poursuivre ses études et, qui sait, devenir célèbre. Il faut se représenter cette jeune fille assez sophistiquée, se lançant dans une toute nouvelle vie pleine de promesses à l'autre bout du monde. Emily habite chez ses grands-parents dans la station balnéaire de Bournemouth. Elle est vite remarquée par le fils d'un millionnaire local. Elle était très photogénique et très attirante.
C'est ce qui a séduit Turner. À 20 ans, Elliot Turner se voit comme un playboy irrésistible. Il avait un mode de vie très clinquant. Le week-end, il aimait dépenser et boire beaucoup. Gardez la monnaie. Elliot est le roi d'un petit gang de playboys plein aux as. Aux belles voitures, aux serveuses et aux petites cailles. Il disait à ses amis qu'il allait fonder une firme, le mot que les Britanniques emploient pour parler d'un gang. Il se voyait comme la jeunesse dorée de Bournemouth. La firme a même affublé d'un surnom son leader beau-parleur, Old Talk Turner, le roi du pipeau. À l'entendre, il avait tout vu, tout connu. Il racontait qu'il avait couché avec des stars de la télé-réalité, qu'il avait été en cure de désintoxication à la cocaïne. Il racontait vraiment n'importe quoi. À 17 ans, la jeune et jolie Emily va vite être emportée dans son monde de fantasmes. Il savait se montrer charmant, c'est sûr. Au début, ils ont ressenti une vraie attirance. Tiens, goûte. Il traînait avec des gens un peu plus jeunes que lui, peut-être assez impressionnables. En tout cas, impressionné par sa manière de jeter de l'argent par les fenêtres et de se saouler. Elliot Turner est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ses grands-parents sont des orfèvres millionnaires. Ses parents, Lee et Anita, possèdent une bijouterie très prestigieuse. Et ils ne refusent rien à leur fils. Il était pourri gâté par ses parents. Ils lui donnaient tout ce qu'il voulait. Grâce à eux, il avait de l'argent et une vie facile. L'argent lui assurait un mode de vie que peu de gens peuvent se permettre. Pendant quelques semaines, c'est le grand amour entre Elliot et Emily. Le riche héritier la demande même en mariage dans un grand hôtel. Il la couvre de cadeaux. C'était une jeune fille attirante. Et lui, un homme un peu plus âgé, plein d'argent, à qui tout semblait réussir. Charmant, populaire, il lui a sorti le grand jeu. Le couple semble promis à un bel avenir. Mais au lieu d'une bague de fiançailles, c'est un cercueil qui attend Emily. À 17 ans, on ne meurt pas dans son lit. On n'est pas censé ne pas se réveiller. Faisons l'inventaire des rêves de l'adolescente moyenne. Devenir mannequin, avoir un petit ami millionnaire, une vie de rêve pleine de soirées glamour. À 17 ans, Emily Longley a déjà connu tout ça. Mais elle a aussi fait une terrible erreur. Une erreur qui va lui coûter la vie. Le matin du 7 mai 2011, dans la luxueuse résidence de ses parents, Elliot Turner se réveille après une nuit de fête. Alors qu'il part pour le travail, il laisse sa jeune Cendrillon se reposer. Il prétend que quand il s'est réveillé ce samedi matin, elle dormait profondément. Il s'est donc levé pour aller travailler. Emily? Quelques heures plus tard, la mère d'Elliot va réveiller Emily. Emily? Anita Turner sait que la jeune fille est une grosse dormeuse. Mais quand elle la touche pour la réveiller, elle sent que son corps est froid. Il a fallu un peu de temps pour comprendre ce qui était arrivé à cette jeune femme. La mère a expliqué qu'elle pensait qu'elle était endormie, mais qu'elle n'arrivait pas à la réveiller. Urgence, j'écoute. Quelle est votre adresse, s'il vous plaît? C'est la petite amie de mon fils. Elle ne se réveille pas. Elle ne respire plus. Rien ne pourra réveiller Emily. Elle est morte depuis plusieurs heures. C'était un décès assez mystérieux dans un quartier huppé. À 17 ans, on ne meurt pas dans son lit. On n'est pas censé ne pas se réveiller. À l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, il est 2 heures du matin. À cette heure-ci, un téléphone qui sonne ne peut qu'être porteur de mauvaises nouvelles. Le père d'Emily Longley, Mark, ne veut pas croire ce qu'il entend. Quand ce policier m'explique ce qui s'est passé, qu'Emily est morte, je me dis... Non, c'est impossible.
Je venais de la voir une semaine auparavant. Elle était venue en Nouvelle-Zélande et elle était en pleine forme, heureuse et rayonnante. À l'annonce de la mort de sa magnifique fille de 17 ans, Mark traverse la moitié du globe, toujours sous le choc. Après avoir atterri, je suis allé directement de l'aéroport à la morgue. Je suis rentré dans la pièce et j'ai eu l'impression qu'elle était simplement endormie. Je m'attendais à ce qu'elle ouvre les yeux et qu'elle me fasse bouh. Qu'on rigole tous les deux de cette blague qui m'avait obligé à faire tout ce voyage jusqu'en Angleterre. Mais ça n'est pas arrivé. Elle était glacée. J'ai mis du temps à réaliser. Les premiers résultats des analyses post-mortem n'apportent aucune réponse. Il était assez difficile de dire ce qui avait tué Emily Longley. Son corps ne portait aucune marque suspecte. Les enquêteurs n'ont pas eu la tâche facile. En l'absence de faits clairement établis, les spéculations vont bon train. On s'est demandé si elle se droguait. Il y a eu pas mal de spéculations à ce sujet. La mort subite a été évoquée. Elle serait morte dans son sommeil. Et si le coupable était l'un de ces colliers hors de prix qu'Elliot aimait attacher au cou de sa bien-aimée? Quand elle a appelé les urgences, sa mère, Anita, a mentionné un collier. Anything round her neck? Anything around her neck? Oh, that's necklace. No, she's got a necklace very tight. Very tight round her neck? Yes. Can you get that necklace off? Okay. How tight? Very, very tight. Le rapport de toxicologie arrive. Emily n'avait rien pris. Au bout d'une semaine, le rapport de toxicologie a écarté la piste de la drogue. On avait parlé d'overdose. Emily aurait été une ado en crise qui aurait fréquenté les mauvaises personnes. C'était n'importe quoi. Les enquêteurs décident alors de suivre une autre piste et mènent une autopsie numérique. Et voilà qu'ils découvrent sur la page Facebook d'Emily un post terrifiant. « Je suis suivi ». Elle a posté un message affirmant qu'un type avait appelé la maison de mes parents. C'est là qu'elle vivait. L'homme au téléphone avait dit « Je sais que tu es là ». Ce message a été écrit 2 jours avant sa mort. Une fille aussi belle qu'Emily ne passe pas inaperçue. N'importe qui a pu la remarquer. Mais quand la police retrace la dernière nuit d'Emily grâce aux caméras de surveillance de la ville, un seul visage apparaît en sa compagnie, celui d'Elliot Turner. Il y a eu pas mal d'hésitations. Emily et Turner sont bel et bien arrivés au club, mais chacun de leur côté. Et visiblement, il y avait de l'eau dans le gaz. Clairement, sur les images que nous avons pu voir, il a l'air très en colère. Certains indices montrent qu'elle voulait vraiment s'éloigner de lui cette nuit-là. Dans le bar, l'atmosphère entre eux est exécrable. Mais Elliot ne l'entend pas de cette oreille. Ils ont passé la nuit dehors, ils se sont disputés, elle voulait se réconcilier. Seul problème, Elliot Turner n'est pas doué pour les réconciliations. Derrière la façade de Playboy se cache un autre personnage. Il était obsessionnel, jaloux et extrêmement possessif. Emily Longley n'est qu'un accessoire de sa panoplie de jeunes privilégiés. Il la traitait comme une photo Facebook. Cette jeune femme attirante n'était pour lui qu'un faire-valoir, avec lequel il paradait pour qu'on dise « Il doit avoir du succès pour avoir une copine pareille ». Le jour où Emily réalise une séance photo avec 2 stripteaseurs, Turner fulmine de rage. C'était pour une boîte de stripteaseurs. Des types bodybuildés qui dansent en caleçon et nœuds papillons. Il était absolument furieux. Il était vraiment fâché. L'héritier pourri gâté est habitué à ce que l'on fasse ses 4 volontés. C'est quoi ça? Et ça? Ma tenue? C'est habillé comme une salope. Elliot ne supporte pas qu'on lui dise non. Ne me touche pas.
Il était obsessionnel et possessif. Ça le mettait hors de lui qu'une femme le rejette. Quoi? Une ex-petite amie avait porté plainte et la police lui avait ordonné de ne plus l'approcher. Il avait déjà parlé d'avoir recours à la violence pour forcer les femmes à faire ce qu'il voulait. Et la jeune Emily commence à s'en rendre compte. Il ne l'appelait jamais par son prénom. Dans tous ses messages, il l'appelle salope ou pute. Dans une lettre trouvée par la police, Je t'aime. Emily le supplie d'arrêter. Arrête d'être tout le temps agressif. Elle lui écrit « Je t'aime, mais arrête de dire que tu vas me tuer. Arrête d'être tout le temps agressif. Arrête de dire que tu vas me tuer. » Elle décide alors de rompre. Il était assez clair que son but était de se débarrasser de lui. Il est passé des violences verbales aux violences physiques. Les gens l'ont vu la frapper dans un bar et d'autres l'étrangler dans un nightclub. La nuit précédant la mort d'Emily, Dis-moi ce qui s'est passé. Elliot se présente dans un club armé d'un marteau. Je lui ai mis un coup sur la tête avec ça. Il s'est vanté de l'avoir tué à coups de marteau avant d'expliquer que c'était une blague. Non, je rigole. T'es un malade, mon pote. Un grand malade. Il faut te soigner. Des témoins l'ont entendu dire qu'il en voulait tellement à Emily qu'il allait la tuer, qu'il ferait 10 ans et qu'en sortant, il serait toujours millionnaire. Il se sentait vraiment intouchable. Mais ce genre de menaces ne suffisent pas à envoyer quelqu'un en prison. Les policiers avaient donc un problème. Ils avaient un suspect, un jeune homme qui n'avait pas l'air de dire toute la vérité, et une mort inexpliquée. Mais rien ne pouvait expliquer les circonstances exactes du décès. Les parents dévoués d'Elliot Turner soutiennent leur fils, même quand le playboy arrogant provoque la famille endeuillée. Des gens l'ont entendu dire dans une boîte de nuit « Ma petite caille est morte. Je suis libre maintenant. » Aux belles voitures, aux serveuses et aux petites cailles. J'étais consterné qu'il se comporte de cette manière. Désespérés de voir l'affaire au point mort, les enquêteurs utilisent alors une tactique normalement réservée aux terroristes. Les enquêteurs ont décidé de mettre sa maison sur écoute. Ils voulaient savoir ce qui s'y disait. Et ce qu'ils vont entendre dans ce salon constituera l'avancée décisive qu'ils attendaient. Ces enregistrements étaient vraiment incriminants. Dans la station balnéaire anglaise de Bournemouth, des policiers sont en planque. Mais la personne qu'ils surveillent n'est ni un terroriste, ni même un gangster. N'arrêtez pas de me mettre la pression, alors. Ce n'est pas de sa faute. Ils écoutent Elliot Turner et ses parents. J'ai pété les plombs. J'essaierai de toutes mes forces. Des millionnaires suspectés de meurtre. Ils ont enregistré des heures et des heures de confession. La police est persuadée depuis longtemps qu'Elliot Turner a assassiné sa petite amie mannequin Emily Langley. Dorénavant, elle en a la preuve. Sur les bandes, Turner admet qu'il a perdu la tête, qu'il n'avait jamais été aussi en colère. Après plus de 2 mois d'écoute, les enquêteurs sont en mesure de reconstituer toute l'histoire du meurtre, de sa dissimulation et des mensonges de la famille. Il s'agissait de preuves vraiment accablantes pour les trois. Le jour de la mort d'Emily, Elliot écrit un mot, et puis il fait son sac. Il avait son passeport dans la poche. Visiblement, il comptait partir pour l'Espagne en voiture. Mais ses riches parents, Lee et Anita Turner, l'en dissuadent. Ils ont détruit la confession qu'il avait écrite. C'est le père qui s'en est débarrassé.
Il en fait l'aveu sur les bandes. Lee et Anita, le père et la mère, se demandent s'il faut couvrir leur fils et mentir à la police. On entend Anita Turner dire à son mari « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il ira en prison sinon. » Avec un aplomb confondant, Elliot accuse la jeune fille qu'il a assassinée d'être responsable de tous ses malheurs. La police en sait suffisamment. Elliot Turner est accusé de meurtre et ses parents d'entrave au cours de la justice. Les Anglais sont horrifiés. Les gens étaient fascinés parce qu'Emily aurait pu être leur fille. Dans l'attente de son procès, Elliot Turner n'exprime pas le moindre remords. Il continue à faire l'enfant gâté, rêvant d'écrire un livre et de mirobolantes adaptations cinématographiques. Pendant qu'il était en préventive, il a écrit des lettres où il expliquait que pour sa libération, son père lui achèterait une voiture de sport. Il était persuadé qu'il allait s'en tirer. La prison ne faisait pas partie de son scénario. Mais la police, elle, a son propre script. Quand le procès commence, l'accusation décrit les événements du 6 mai 2011. Cette nuit-là, Turner suit Emily et ses amis dans un bar huppé. Emily en avait assez de lui. Elle voulait le quitter. Il s'est dit que si elle n'était pas à lui, alors elle ne serait à personne. C'est quoi ça? Et ça? Ma tenue? Il l'a traité de salope. Il était vraiment en rage. Mais il a rencontré quelqu'un qui lui a tenu tête pour la première fois de sa vie. Quelqu'un qui lui a dit non. Ce sont les dernières images d'Emily. Elle quitte le bar à pied et Turner la suit. Il parvient à la convaincre d'aller chez ses parents. Et là, il perd la tête. T'es en train de perdre le contrôle. Je t'interdis de me répondre. Tu me fais mal. Elliot Turner s'est jeté sur Emily Longley. Et il l'a étranglée. Qu'un homme ait pu poser ses mains sur le cou d'Emily, la frapper, l'insulter, la blesser, c'était très dur à entendre. Je suis envahi d'une grande tristesse quand je repense à ce qu'elle a enduré. Mais Elliot Turner n'a pas agi seul. Ses parents ont tout fait pour protéger leur précieux petit garçon. Après avoir découvert le corps d'Emily, Anita Turner a attendu une bonne heure pour appeler l'ambulance. C'est la petite amie de mon fils. Elle ne se réveille pas. Elle ne respire plus. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que leur fils s'en tire. En revanche, ils n'ont rien fait pour aider Emily. Non seulement Turner l'a assassinée, mais en plus ils l'ont laissée là, dans ce lit, pendant qu'ils essayaient de trouver un moyen de s'en sortir. Elle ne méritait pas ça. Un autre élément édifiant est présenté au jury. La forme du visage d'Emily s'est incrustée sur l'oreiller pendant qu'Elliot l'étranglait.
J'ai reconnu la forme de ses yeux. Elle avait de magnifiques cils très longs. C'était comme regarder un dessin inversé de son visage. Pendant le procès, Elliot prétend avoir agi en état de légitime défense. Mais même son avocat le décrit comme impétueux, clinquant et gâté. Durant le procès, il n'a montré à aucun moment qu'il regrettait sa mort. Ce qui n'est pas le cas du jury. Comment ne pas déplorer la disparition d'une jeune fille de 17 ans? Les jurés ont pris une décision unanime. Elliot Turner est reconnu coupable de meurtre. Il a donc été condamné à la prison à vie avec une peine incompressible de 16 ans. En prononçant la sentence, la juge a voulu le rappeler à l'ordre. Elle lui a dit « Oubliez vos rêves de champagne et de belles voitures et réfléchissez à ce que vous avez fait. » Je crois que tout le monde avait de l'empathie pour Emily et pour ce qu'elle avait subi. Tout ça par la faute de ce garçon tordu et clairement dérangé. Les parents d'Elliot, Lee et Anita, sont convaincus d'entrave à la justice. Ils ont été condamnés à 27 mois de prison pour avoir couvert les actes de leur fils. Il était pourri gâté. On lui passait tous ses caprices. On ne lui refusait rien. Et la seule personne qui lui ait jamais dit non a été cette vulnérable et ravissante jeune fille. Mark Longley est satisfait que justice ait été faite, mais ça ne lui rendra pas sa fille. Nous vivons avec le sentiment permanent de son absence. Elle représentait une telle force dans nos vies, une telle présence. Alors, forcément, elle nous manque profondément. Ces rejetons pourris gâtés qui ne supportaient pas qu'on leur dise non ont payé le prix de leur caprice. George Hughley, 5e du nom, s'est livré à un véritable déchaînement de violence faute d'avoir ce qu'il voulait. Et le pseudo-playboy Elliot Turner a assassiné une magnifique jeune fille qui avait osé le défier. À la naissance, tout leur semblait promis. Mais richesse et privilèges ont corrompu le cœur de ces rejetons pourris gâtés. C'était Christopher Mason. À bientôt dans Petit meurtre entre riches.